Bonjour à tous et bienvenue dans Entre Terre et Mer. Une fois n'est pas coutume, je vous emmène naviguer en eau douce aujourd'hui. Car en ce moment même, les scientifiques du Muséum national d'histoire naturelle de Paris passent à la loupe la vie dans nos rivières, nos mares et nos chutes d'eau. C'est pas de découvrir des espèces inconnues et endémiques de Nouvelle-Calédonie. C'est vraiment de replacer ces espèces communes, banales, dans un contexte de connaissance régionale. For example, this species can be found also in Okinawa, Japan, and also around the Philippines and Indonesia, everywhere in the Western Pacific. There are some species, for example, here, these two are only in Melanesian Islands. C'est une espèce dont l'écologie est vraiment typique en Nouvelle-Calédonie, des ruisseaux. Oui. Ils ont un rôle absolument fondamental dans la chaîne alimentaire de ces milieux d'eau douce. Ils sont prédateurs de à peu près tous les différents groupes d'organismes qui existent dans les eaux douces. C'est l'un des volets du programme de La Planète Revisitée. Ça se passe partout sur le territoire et je vous propose de commencer tout de suite direction Borail. Messieurs, dames, bonjour. Pardon de vous déranger. Enchanté. Bonjour. Ça va Ça Antoine va Bonjour, enchanté Salut. Nicolas. Fanfan, Viola. Marouya, ça va Oui, ça va. Alors on est chez vous, bonjour. Pardon. Bonjour. On est venu chez vous en compagnie de Nicolas et Fanfan. Oui. Où est-ce qu'on va aller là exactement? On va aller faire un tour sur la propriété. Nous avons 2 plans d'eau que l'on utilise essentiellement pour les vaches. Ok. Voilà. Et effectivement, avec la sécheresse, ça s'est très très bien asséché. Le peu de pluie qu'il y a, on verra ce qui, ce qui reste dans les trous. Donc voilà. Et du coup, c'est un lieu qui t'intéresse particulièrement? Oui, parce que dans l'ouest, il y a beaucoup de mares liées au bétail et ces mares sont temporaires et du coup, il y a une faune un peu spécifique qui va s'installer là, qui fait des œufs de résistance. Et donc l'idée, c'est de faire un point sur ce qui est présent en Nouvelle-Calédonie, notamment dans la région de Borail. S'il y a eu de l'eau, parce qu'il y a eu de l'eau il y a 15 jours, peut-être qu'il en enverra des animaux. On va voir ça? Ouais, on va aller voir. Marouya, merci de nous ouvrir vos portes. Et Merci à vous. Merci On peut beaucoup. embarquer? On peut embarquer. Ok, Allez, c'est parti alors. C'est parti. Donc on va tester ici alors. Et pour les nénuphars, ça veut dire qu'il y avait régulièrement de l'eau ou Il y avait régulièrement de l'eau. Oui. Et là, c'est rare qu'elle s'assèche comme ça. C'est très rare qu'elle s'assèche comme ça. Donc ça va donner une indication pour moi, parce que comme je ne sais pas forcément depuis combien de temps c'est sec, de savoir que c'est exceptionnel, c'est intéressant. Oui, d'accord. Bon, voyons voir un peu l'équipe. Donc là, complètement à sec, il y a quelque chose pour toi. Bah alors là, je peux pas le dire tout de suite, mais D'accord. ce qui est sûr, c'est que l'indication là du nénuphar, on voit les traces des nénuphars, mais aussi on voit que il y a des petits coquillages qui vivent dans cette mare là. Ça, c'est un indicateur que la mare s'assèche de manière irrégulière. Donc c'est peut-être une année un peu exceptionnelle pour la sécheresse. Au niveau de la sécheresse. Ouais. Voilà, alors après, le caractère exceptionnel de l'assèchement peut faire qu'il n'y a pas mes animaux, parce que justement ils préfèrent les mares qui s'assèchent plus souvent. On va tester, parce que les conditions sont idéales. On reconnaît bien la terre de la mare qui sèche, parce qu'il y a un petit peu des craquelures. Donc je vais prendre juste un petit peu de terre de manière superficielle. En surface? En surface, voilà. Et normalement, s'il y a des œufs, ce qu'on peut espérer, hein, c'est pour ça que je suis là, mais s'il y a des œufs, ils devraient être dans cette terre. Alors on peut trouver d'autres organismes dans ces terres.
Donc ça sert à plusieurs personnes. Voilà, moi ma spécialité c'est un type de crustacé, mais il peut y avoir d'autres micro-crustacés qui sont des bons indicateurs de milieu. Et qui vont intéresser d'autres spécialistes, d'autres chercheurs. D'autres spécialistes, pas forcément français d'ailleurs. D'accord. Là on voit que c'est là où l'eau est restée Le plus longtemps. voilà, les derniers points d'eau. Les derniers points d'eau étaient là, je pense. Et parfois, c'est pour ça que je regarde, parfois on a les animaux séchés. Ça arrive. Et c'est quelque chose de visible à l'œil nu ou il faut après travailler sur Les œufs, c'est au microscopique. microscope? Ouais. Alors, c'est une sorte de microscope. À la binoculaire, en revanche, ouais, la binoculaire. En revanche, l'adulte, il est macroscopique, il fait 2 cm. D'accord. Enfin, ça dépend des espèces, il y en a des petites, il y en a des grandes, mais... Et là, je te vois toucher à même le sol comme ça, des endroits où il y a du bétail. T'as pas peur de la leptospirose? Alors moi je suis vacciné pour la souche en métropole, je suis pas vacciné pour celle-ci. Oh, tu vis dangereusement alors. Non mais bon bah... Ok. Tant Ça fait partie de la mission. Ouais bah ouais, il faut... Bah de toute façon je veux pas mettre des gants, c'est pas évident. Ok. Non là c'est pas... Bah il peut toujours y avoir un peu, hein. Ouais. Et c'est contaminé surtout par l'eau, bon là c'est quand même assez sec. Je vais marquer un peu de... J'ai laissé la propriété, toutes les barrières ouvertes de la propriété pour que le bétail vienne boire à la rivière. Jusqu'à la rivière. Oui. C'est quoi le nom de la propriété Ici, on est à la haute. Super. Voilà, là j'ai assez pour faire en garder. Donc dans les analyses, il y a l'observation directe des œufs. Et maintenant on en est à un niveau où on peut à partir des œufs extraire l'ADN. Et donc avoir un diagnostic ultra moderne en fait pour comprendre face à quoi on est, quoi. Puisque voilà, comme ça n'a pas été étudié, on part de loin mais avec des outils modernes. Nous, on est dans un contexte d'expédition pour l'exploration de la biodiversité en Nouvelle-Calédonie dans le cadre de la planète revisitée. Et il y a plusieurs programmes. Et là, il s'agit du programme sur les eaux continentales, donc l'hydrobiologie. Tout ce qui est rivière, cours d'eau, mares temporaires comme là on est avec toi. Voilà, mares temporaires, les rivières, les mares permanentes, tous les plans d'eau. Il y a plusieurs approches. Il y a des approches par groupe. C'est un peu mon approche, mais elle est aussi approche par milieu, moi. Et donc, c'est-à-dire que moi, je vais chercher les mares temporaires. Donc, je suis le seul à être vraiment spécialiste de ce type d'endroit, de lieu. Hein. Voilà. Et moi, je vais plutôt être spécialisé dans les crustacés des mares temporaires et les autres organismes qui pourraient vivre avec, et ils seront récupérés en même temps. Donc c'est la double approche. Vous êtes complémentaires, quoi. Oui. Vous ne cherchez pas qu'une seule bestiole, s'il y en a plusieurs, ça va servir à Voilà, je vais d'autres. prendre tout ce qu'il y a, moi, parce qu'on ne vient pas... Là, je pense que ça ira. C'est bon ? Ouais, ça c'est parfait. Et je vais chercher un groupe particulier. Ok. Voilà. Et Des c'est des crustacés. crustacés assez grands qui sont typiques des mares temporaires. Ici en Calédonie ou qu'on Alors retrouve, partout dans le monde entier. après, c'est des liens de Même en famille, de métropole, il y a des espèces. C'est pas les mêmes, mais il y a plusieurs espèces. Et ici, on a des espèces plutôt d'affinité australienne. Ok. Et donc, l'idée, c'est de comprendre d'où ça vient, probablement en lien avec l'Australie, mais quand et quelle est l'influence de l'homme sur la colonisation et la stabilité des populations. Alors Nicolas, tu trouves des trésors dans ce qu'on a ramassé? J'ai analysé la deuxième terre où on avait récolté, là, la terre sèche. Là, je suis un peu déçu, là, j'ai pas trouvé d'œufs de résistance. Donc, je crois qu'on est victime de la grande sécheresse, là. C'est lié à quoi? Ouais, c'est que c'est une mare qui est tellement sèche qu'il y a
Il n'y a pas eu le temps d'avoir de l'avis ou... Non, je pense que c'est une mare qui n'est pas régulièrement à sec et du coup les organismes spécialistes des mares temporaires n'ont pas pu s'installer parce que ça arrive peut-être une fois tous les 10 ans que ça sèche autant. Et là, ce qu'on voit à l'écran, c'est ce que tu es venu chercher en quelque Voilà, sorte. là il y a l'Inceus qui est un organisme dont une espèce est endémique, a été décrite du Grand Sud. Insularis. Et là, voilà, l'Inceus insularis. Mais a priori, il y a d'autres choses, là, ces animaux qui ont été identifiés. Alors là, c'était l'année dernière sur Kumak. Tout ça, on peut mettre ça dans la famille des crustacés. Alors, c'est crustacés branchiopodes. Voilà. Branchiopodes. Et donc, Parce que branchu, parce que... parce que branchiopodes, c'est qu'ils ont des pattes branchies. Ok. Nicolas, nous on va te laisser continuer. Merci oui. de nous avoir éclairé un peu dans ton monde. Avec plaisir. Et puis on va aller voir, on a rendez-vous avec Miguel Manuel, Alors, qui est spécialiste des coléoptères. Voilà, alors ça serait bien que tu lui files un échantillon pour moi qu'on a collecté ce matin. Ce que tu as pu trouver tout à l'heure. Voilà, donc Ok. c'est cet échantillon-là, il y a un numéro, une référence, et donc... Ça peut l'intéresser. J'ai collecté, pas aussi bien que lui aurait collecté, mais peut-être qu'il trouvera des choses. Bah, en tout cas, d'où votre complémentarité. On lui passe le message et on espère que c'est un trésor qui lui fera du bien. Ben, merci beaucoup, et puis Merci, à bientôt. Nicolas. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Manuel, bonjour. Je te dérange pas? Je vois que t'es en pleine pêche. Oui, Ouais. Tu trouves ton bonheur là-dedans? bah oui, là ce matin j'ai mis un piège dans la mare. Il est resté à peu près 2 heures. Piège à nasse avec du foie pour attirer les animaux prédateurs. Parce qu'ils sont carnassiers, ils mangent de la viande, du foie de poulet. Parce disais. que les ditycidés sur lesquels je travaille sont des insectes aquatiques prédateurs, tous D'accord. prédateurs. Et les grosses espèces sont effectivement très attirées par la viande. D'accord. Donc moi j'utilise du foie en général, ça fonctionne C'est très efficace. bien. Tu Et parles alors, des vous voyez par ditidés, exemple, mais toi tu es un peu monsieur coléoptère quoi. Monsieur aquatique. coléoptère aquatique. D'accord, donc Donc, tout ce qui en est- 2 heures avec un seul piège. Ah ouais, excellent. Alors, tout d'abord c'est un insecte. Un insecte, on le reconnaît notamment au fait qu'il a 6 paires de pattes. D'accord. Là on voit bien 2 paires de pattes et puis une paire de pattes plus grande à l'arrière. C'est ce qu'on appelle les Scarabée, scarabées, hein, ouais. vous voyez, au sens large. Donc en fait ces coléoptères ils se caractérisent par les ailes antérieures ici qui sont très très dures, très coriaces, qui forment une carapace qui protège le dos de l'animal. Ça en fait là ce que je touche c'est les ailes antérieures. Et dessous il y a des ailes postérieures qui servent au vol. Donc tu es en train de me dire que cet animal-là, il peut aussi bien être terrestre que... Cet animal aquatique. est amphibie. Il est amphibie. Ouais. Il est aussi bien à l'aise sur Terre que dans l'eau. Il est aussi bien à l'aise sur terre que dans l'eau. Excellent. La plupart du temps il vit dans l'eau, Mhm. mais ces animaux-là, ces insectes-là, À un certain peuvent stade. sortir de l'eau, Ouais, non. soit à un certain stade, soit même à n'importe quel moment. La plupart du temps le soir, ils grimpent hors de l'eau et ils s'envolent. Ça peut permettre de chercher un habitat plus favorable. Ok. Par exemple, quand une mare s'assèche, eh bien, Michael, on est dans les alentours de La Foix. Nous, on arrive de Bourail. On était avec Nicolas Rabé, qui est spécialiste aussi un peu des mares temporaires, des dolines. On t'a ramené ça de sa part. Il nous a dit que ça pourrait t'intéresser. Apparemment, c'est des coléoptères aussi qu'il a récupérés dans des dolines. dans des dolines de la région de Bourail. Les coléoptères, oui. Oui, ça c'est un Ephidrus. Ça, c'est une petite espèce, mais déjà adulte. Petite espèce de la famille des Ditycidés. Michael, Oui. est-ce que tu es en mesure d'aller nous montrer d'autres écosystèmes dans lesquels tu travailles? Je vous On propose peut- d'aller faire un tour dans un ruisseau. Ok. On fait verra Un autre environnement. un autre environnement et un d'autres contingent habitats. d'espèces bien différents. On fait ça? On fait Allons. ça. C'est parti.
Donc là, Michael, on arrive sur un autre terrain d'étude, un autre Voilà. terrain de jeu pour toi. On est toujours dans la région de la Foix, Ouais. mais là on est monté un petit peu sur la route qui va vers le col d'Amieux et on va voir un habitat complètement différent. On va D'accord. faire un petit ruisseau Ok. très lent, qui circule très lentement comme on peut voir, avec un fond de gravier, Ouais. une eau qui paraît relativement claire. Bon, ici on a du bétail, hein, donc on a des apports de matière organique forcément par le bétail, mais D'accord. ça n'a pas l'air quand même trop pollué. Ok. Et on a des paquets de feuilles, tu vois, des feuilles d'arbres, des feuilles mortes. Et qui ça, c'est des s'accumulent. habitats, des terrains intéressants. Voilà, notamment les paquets de feuilles mortes pour les ditycidés de ruisseau, ça fait partie des habitats intéressants. On voit aussi qu'on a une flaque qui est isolée là-bas Ouais. par rapport au cours du ruisseau. Donc ça, typiquement aussi, c'est le genre de micro-habitat qu'ils aiment fréquenter. Mais on a un substrat là qui est un gravier assez hétérogène. Ça te On plaît, voit, ça en fait, c'est un mélange de sable et de gravier. Oui, c'est plutôt l'aspect du substrat là est pas mal. Là, tu prends une photo parce que c'est un endroit où tu vas prospecter, Mika. Oui, c'est ça. Ok. Et je conserve toutes les photos. Mhm. Tous les spécimens que je collecte sont associés à des données d'habitat et à des photographies Ok. de l'habitat. Ainsi qu'aux coordonnées GPS que je relèverai à la fin. Donc, C'est parti. en quoi je peux t'aider, moi? Tu as... Bah, si tu veux, tu peux prendre ce une épisée? feuillet-là. Ok. Allons. Donc, je fais comme toi, hein. Alors, je voudrais commencer par essayer cette grande flaque Ok. qui est un petit peu isolée. On voit qu'il y a des punaises qui patinent à la surface de l'eau, donc on aura au moins ça. Et des feuilles mortes. Il y a une manière de racler? Tu vois, on a un petit recoin bien calme avec une accumulation De feuilles. mortes, de tiges. Ouais. Donc toute cette matière végétale qui se décompose sert de nourriture à des différents organismes, notamment des petits vers, des petites larves de mouches, etc. Et ça, c'est la base de la nourriture des ditycidés, qui sont leurs prédateurs. Des Donc, scarabées d'eau. ce genre de petits coins peut être Un vivier. un vivier pour certaines espèces. D'accord. Alors là, je vais perturber avec le pied pour remettre en suspension le gravier. Parce que c'est des animaux au repos, ils vivent au fond de l'eau. Ils peuvent être au fond de l'eau, ils vont à la surface pour respirer, ils Ouais. se baladent entre les feuilles, entre les grains du gravier. Voilà, on voit bien la matière organique qui a été Qui est mise en suspension, Complètement remué. la matière organique fragmentée. Et on va regarder. Ah, on voit, il y a de la vie, là. Il y a des bêtes, il y a des ditycidés. Et il y a des ditycidés intéressants, Tout de suite, des tu vois, là. ruisseaux en Nouvelle-Calédonie. Oui, D'accord. je les ai aperçus. Donc, On va aller sur le tri. ok. Bon, j'imagine qu'un coup, là, ça va. Oui. Alors, On a vu qu'il y avait de la vie. certaines déjà. grosses espèces, je peux les prendre directement dans le filet avant C'est pas d'épaler. dangereux, ça pique pas? Non, les ditiques Ouais. ne piquent pas. Certaines punaises, oui. Ouais. Donc là, par exemple, tu vois, on a des spécimens d'une belle espèce de ditycidé. D'accord. Quand on va le mettre dans l'eau, il est encore bien plus joli. Qui diffère Qui encore de est ce que, une- on a pu voir tout à l'heure. Ah oui. Et ça vole. Et là, vous avez vu un qui s'est envolé. Ah ouais. Alors, c'est une espèce du genre Hydaticus. Ridaticus. Hydaticus. Et c'est une espèce dont l'écologie est vraiment typique en Nouvelle-Calédonie, des ruisseaux. Un des objets premiers de ta venue, c'est de découvrir, prélever, faire l'inventaire des espèces, mais de les décrire. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça marche? Comment est-ce qu'on décrit une espèce? La première étape, c'est déjà de s'assurer que cette espèce est effectivement nouvelle, qu'elle n'avait jamais été décrite et nommée auparavant. Ce qui suppose une connaissance très approfondie du groupe. Et ensuite, une fois qu'on s'est assuré que cette espèce est nouvelle, eh bien, on va préparer un article destiné à être publié dans un journal scientifique.
Michael, est-ce que ces dithyques, sur les bestioles sur lesquelles tu es spécialisé, j'imagine qu'ils ont un rôle important dans la chaîne animale. Il y a un équilibre certain à jouer, non? Ils ont un rôle absolument fondamental dans la chaîne alimentaire de ces milieux d'eau douce. Ils sont prédateurs de à peu près tous les différents groupes d'organismes qui existent dans les eaux douces. Et notamment, ce qui est important d'un point de vue biomédical, c'est qu'ils sont parmi les principaux prédateurs naturels des larves de moustiques. Ah ouais. Donc, qui contrôlent les effectifs des populations de moustiques à l'état larvaire. Et d'ailleurs, il y a un cercle vicieux des luttes contre les moustiques, ce qu'on appelle la démoustication. Quand on traite des marées, voilà, que ce soit avec des produits chimiques qui sont vendus par des industriels ou des bactéries qui stérilisent les moustiques, ce qui se passe, c'est qu'on va effectivement éliminer les moustiques dans tout un périmètre. Et évidemment, par contre-coup, ça va également causer la disparition des dithycidés, leurs prédateurs naturels. Et si l'on arrête les traitements anti-moustiques, les moustiques vont revenir très vite. En quelques semaines, les moustiques recolonisent. Sauf que les dithycidés, eux, peuvent être éliminés pour des années. Et donc on rentre dans un cercle vicieux on perturbe vraiment où voilà, finalement on a complètement déséquilibré le système. Et si l'on arrête ces traitements, on va avoir 50 fois plus de moustiques qu'avant puisqu'il n'y a plus leur régulateur naturel. Évidemment, c'est dans l'intérêt des industriels du coup qui vont pouvoir revendre leurs produits en permanence puisqu'une fois qu'on a commencé, en gros, il faut continuer. Danger. Donc là, concrètement, Michael, tu es dans la première étape du travail, je dirais celle qui est la plus amusante puisque tu es sur le terrain, tu es dans ton environnement. Qu'est-ce qui se passe après avec toutes ces bêtes? Ceux-là, je vais les tuer et ensuite les mettre à sécher. D'accord. Je les sèche, c'est ça le conditionnement. Ensuite, ils seront expédiés. Et le moment venu, lorsque je pourrai les étudier dans mon laboratoire, je les réhumidifie. Et là commence une phase d'étude à la loupe binoculaire, au microscope, qui est très longue. On passe beaucoup plus de temps au microscope que sur le terrain pour étudier ces l'ADN, récoltes. pour étudier. Et ça s'accompagne aussi effectivement d'études génétiques, où on va séquencer des marqueurs génétiques. En particulier quand on trouve une espèce nouvelle, pour pouvoir déterminer son positionnement par rapport aux espèces déjà connues. Michael? Oui. Un sacré programme. Un sacré programme. Moi, je vais te laisser continuer parce qu'on a encore d'autres équipes à voir, de planètes revisitées. Et puis, merci de nous avoir éclairé sur tout ça. C'était un plaisir. Et bonne continuation et à la prochaine. Merci. Bon courage, Michael. Ciao, à bientôt. À la prochaine, à bientôt. Yasunori. Yes. Hello. Hi. How are you? I'm fine, and you? Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. So, sir, what are you looking for? We are looking for snails. Snails. Called Neritidae. It's your specialty, these snails. Yes, I'm studying this sort of snail for 20 years. Okay. Since I was a student. For example, these species can be found also in Okinawa, Japan, and also around the Philippines and Indonesia, everywhere in the Western Pacific. And some species, for example, here, these two are only in Melanesian islands, like here and in Fiji, Vanuatu. So depending on species, the distribution differs. Okay, and it is interesting. This environment, this place for find it? Really nice environment for these snails. Okay. And here, especially in this part of island, gets more rain than other places, and this is very important. I mean, these snails crawl upstream from the estuary to the upstream to the cascades and the fast-flowing waters. So. Some species are really good crawlers and go up to really the top of the stream for several kilometers or even more than 10 kilometers. We're gonna continue. Let's continue. Yeah. It's okay for you? Yeah, sure. See you later. Yeah. See you later. Souvent, je dirais, on met en avant
les espèces endémiques, les espèces rares. Je dirais, avec Yasunori et Hiroaki, on est dans l'inverse. On est dans des escargots que tous les Calédoniens connaissent. Les nérites, je dirais les vieux mangés même, les nérites. Même encore, ça se mange encore. Ouais. On est donc dans des espèces qui sont communes et qui ne sont pas endémiques. Alors, pourquoi les étudier? Replacer cette connaissance locale de la Nouvelle-Calédonie dans le contexte général du Pacifique Ouest. Bon, ben c'est exactement pour ça qu'on a besoin d'un Yasunori Kano et d'un Hiroaki Fukumori. Donc nous, on leur apporte effectivement des données additionnelles, mais c'est eux qui ont la vue générale. Et bon, ça aurait été ridicule pour nous de recommencer à zéro pour placer notre connaissance de la Nouvelle-Calédonie dans un contexte général. C'est eux nous apportent cette connaissance-là. Donc il est probable qu'au terme de cette étude, des espèces qu'on croyait propres à la Nouvelle-Calédonie, ils vont nous dire c'est la même que celle-là au Salomon. Objet de planète revisitée, est-ce qu'en quelques mots, en essayant de faire court, est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que c'est? On démarre ce 21e siècle, je dirais avec un peu la même curiosité qui a toujours été celle des scientifiques, en particulier d'une île comme la Nouvelle-Calédonie, etc. Mais en même temps, avec, je dirais, un contexte de changement global qui rend la mise à niveau des connaissances plus urgente, et puis avec les outils du 21e siècle. Les positionnements GPS, bien sûr, des photos d'animaux vivants, des échantillons de tissus pour le séquençage de l'ADN, et donc pouvoir comparer par l'ADN une néritine d'ici avec une néritine de Santo, une néritine de Madang. Et alors voilà. Donc c'est, je dirais, c'est revisité. On n'est pas en train de réinventer ou d'inventer l'exploration de la planète. On est en train de dire, non, il faut reprendre. On croyait qu'on avait presque fini. Non, on n'avait pas presque fini. En tout cas, merci pour ces éclairages et votre passion. Nous, on se dit à bientôt pour un prochain numéro d'Entre Terre et Mer. J'espère que ça vous a plu et ciao!